Il y a quelques heures, quand cette vidéo sort, SpaceX lançait la sonde Hera pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Sa cible, l'astéroïde Didymos et sa lune Dimorphos, percutés en septembre 2022 par l'impacteur DART de la NASA, qui devait aider à poser les bases d'une mission de redirection d'astéroïdes, si un de ceux-ci venait un jour gravement menacer la Terre. Mais alors, en quoi Hera est-elle utile? Que doit-on attendre? Et quel est l'essentiel à retenir de cette mission? Eh bien ça, on va le voir ensemble dès que je vous aurai invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, pour ceux d'entre vous qui désirent soutenir la chaîne sans passer par Tipeee, sachez que si vous envisagez d'acheter du matériel astro, des jumelles, peluches en forme de planètes, météorites et autres, vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cette vidéo, je vous propose de revenir quelques années dans le passé et plus précisément le 26 septembre 2021, vers 23h14 heure universelle. C'était en effet à ce moment que DART, un impacteur lancé quelques mois plus tôt en novembre 2021 par la NASA, allait s'écraser sur l'astéroïde Dimorphos. Mais Dimorphos est aussi une lune d'un système d'astéroïdes double, dont le parent est Didymos. D'une taille d'environ 800 mètres, Didymos est aussi considérablement plus grand que sa lune, qui n'affiche que quelques 160 mètres. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que cet impact était tout sauf accidentel. DART devait en effet réaliser le premier test de redirection d'un astéroïde géocroiseur. Comprenez par là que l'orbite d'un astéroïde dit géocroiseur croise régulièrement l'orbite de la Terre. Et si leur grande majorité est totalement inoffensive et ne risque jamais de représenter la moindre menace pour nous, certains d'entre eux peuvent en théorie représenter une réelle menace sur le très long terme. Car on n'y pense pas tous les jours et encore heureux on finirait paranoïaque, mais les astéroïdes sont encore aujourd'hui une vraie menace bien concrète pour l'humanité et la Terre en général. L'impact de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter en 1994 a d'ailleurs été pour les agences spatiales européennes et américaines le point de départ des missions de redirection d'astéroïdes et d'autres concepts du genre, et de façon plus générale même, de la réflexion sur le sujet et des investissements dans les engins nécessaires. D'autant qu'il faut rappeler que, statistiquement, un astéroïde capable de raser une petite ville peut tomber en moyenne tous les quelques dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas non plus la menace la plus urgente pour l'espèce humaine, bien sûr, mais elle n'en reste pas moins une menace concrète et sérieuse, qui pourrait faire de lourds dégâts le jour où elle se concrétisera. Car si les impacts sont bien plus réguliers sur une planète comme Jupiter et que la Terre est relativement protégée par les planètes plus lourdes lorsque l'on parle d'astéroïdes majeurs, eh bien les dinosaures sont malheureusement la preuve que tout danger n'est pas non plus écarté. D'autant plus qu'il ne faudrait pas un astéroïde aussi grand que celui qui mit fin au règne des dinosaures pour raser une ville, dérégler considérablement le climat ou plonger l'humanité dans une crise sans précédent. Évidemment, ce n'est pas non plus une menace imminente, mais si on veut être un peu plus malin qu'un dinosaure, eh bien, se poser la question de comment rediriger un astéroïde, ou au moins l'empêcher de mettre en péril la vie sur Terre et les bananiers, est plutôt importante. On a ainsi vu la NASA créer en 2016 un programme de défense planétaire constitué de deux éléments. NEO Surveyor pour Near Earth Object Surveyor, un télescope spatial qui doit décoller en 2027 pour aider à recenser les astéroïdes potentiellement dangereux, et DART pour Double Asteroid Redirect Mission. S'il existe des scénarios utilisant par exemple une explosion pour faire se fragmenter un astéroïde ou le rediriger, tout ceci dépend du type d'astéroïde et le choix a été fait d'opter pour une solution plus passe-partout et plus simple à mettre en œuvre. Venir s'écraser sur l'astéroïde ici à environ 6,1 km par seconde à l'aide d'un petit véhicule d'environ 600 kg. Bon, bien sûr, DART n'était pas très impressionnante et il faudrait probablement mettre des solutions bien plus grandes en œuvre pour rediriger un astéroïde plus gros et plus dangereux, mais il faut bien commencer quelque part. DART allait ainsi s'écraser avec succès sur Dimorphos, la lune de l'astéroïde Didymos, modifiant ainsi l'orbite et la période de rotation sur elle-même de la petite lune. Par exemple, avant l'impact, Dimorphos mettait 11h55 pour faire le tour de Didymos, et ce temps a été réduit à 11h20. D'ailleurs, pour l'anecdote, cet impact allait aussi créer un petit nuage de poussière qui donnera naissance à une très fine pluie d'étoiles filantes annuelles sur Terre pendant la prochaine centaine d'années environ. C'est bien évidemment sans conséquence et totalement inoffensif,
Mais bref, mais il transportait aussi un passager. De son côté, le petit CubeSat italien Lycia Cube allait en effet se séparer de DART avant l'impact, afin d'observer cet impact de plus loin. Mais au départ, tout ne devait pas se passer exactement ainsi. À travers le programme AIDA, l'Europe devait envoyer un orbiteur autour de Didymos pour observer l'impact de DART avec plus de précision. Malheureusement, l'Europe allait ensuite abandonner cet orbiteur en 2016, avant de reprendre les grandes lignes en 2017, posant ainsi les bases de la mission Hera. Ainsi, Hera, qui arrivera finalement après l'impact, aura maintenant deux objectifs principaux. Déterminer la structure de l'astéroïde, sa porosité, s'il est composé de petits cailloux sans vraie cohésion ou s'il est au contraire un bloc plus solide, et l'impact que DART a eu sur l'astéroïde, la quantité d'énergie transférée lors de l'impact, et ainsi aider à mieux évaluer l'efficacité de la méthode. Alors je le résume très rapidement, mais les astéroïdes ont en effet différentes compositions, sont parfois assez poreux, au contraire plus solides, et ça a un impact considérable sur l'efficacité de leur direction. Ainsi, Hera deviendra notamment la première sonde à mesurer la structure interne d'un astéroïde, enfin deux dans ce cas-ci, et ce avec une résolution de quelques mètres et même une dizaine de centimètres près du site de l'impact, à l'aide d'un radar dédié. Mais pour s'aider dans sa mission, Hera emportera aussi deux CubeSats. Juventas, qui contiendra le radar pour mesurer la structure interne des astéroïdes, et Mélanie. Ce dernier, lui, se focalisera plutôt sur la composition de la surface, la mesure des poussières présentes dans leur environnement direct et d'autres choses du genre. Mais Hera réserve aussi quelques belles surprises. Déjà en mars 2025, la sonde passera à proximité de Mars pour se catapulter sur la trajectoire qui lui permettra de rejoindre Didymos sans dépenser trop de carburant. Ce sera l'occasion d'étudier la lune martienne Deimos, qui est d'ailleurs probablement un astéroïde, et de nous aider à comprendre ses origines. Il faudra ensuite attendre décembre 2026 pour l'arrivée d'Hera autour du couple d'astéroïdes, ce qui signera alors le début de 6 mois d'analyse et d'observation en tout genre. Caméras observant lumière visible et proches infrarouges, analyse de la masse des astéroïdes et autres seront au programme pour nous aider à comprendre ces astéroïdes doubles, les premiers visités par l'humanité pour l'anecdote. Pendant ce temps, la sonde testera aussi d'ailleurs un nouveau logiciel embarqué, aidant à la navigation d'une façon assez originale. À l'aide des données issues des différents capteurs, Hera sera en effet capable de reconstruire son environnement et d'éviter de possibles reliefs en temps réel. Comme elle s'approchera en effet par moments, j'y arrive dans un instant, très près des astéroïdes, c'est malheureusement difficile d'anticiper tous les reliefs et d'automatiser tout ça. Et ce sera encore plus crucial quand on sait qu'à la fin de la mission, les deux CubeSats devraient tenter de se poser sur Dimorphos et Hera sur Didymos. Cette dernière étape devrait ainsi se faire près de 6 mois après son arrivée, si la mission n'est évidemment pas prolongée, ce qui est tout à fait possible si les marges de carburant sont suffisamment bonnes pour envisager de rester un peu plus longtemps. Mais ça, il est encore un peu tôt pour le dire. Dans tous les cas, Hera sera maintenant une sonde à suivre de près et à bien des égards. Parce qu'elle aura peut-être énormément à nous apprendre si un jour nous devons nous protéger d'un astéroïde dans un premier temps, mais aussi pour plein d'autres raisons. En observant tant une lune martienne qu'un astéroïde double, elle peut nous aider à comprendre l'origine des lunes martiennes de ces astéroïdes, expliquer comment ils se forment et ouvrir une petite fenêtre sur le passé du système solaire. D'autant que, on le voit avec Osiris-Rex qui a ramené les échantillons de l'astéroïde Bennu, ce genre de sonde réserve souvent de belles surprises. Bennu, par exemple, s'est avéré riche en argile et éléments ayant été directement au contact de l'eau, pointant une possible origine dans un monde océan, aujourd'hui détruit, et remontant aux prémices du système solaire. Mais ça, c'est un autre sujet dont je crois que je reparlerai encore bientôt. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.